Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui l'une des porte-paroles de la France Insoumise dans les Vosges, Martine Lafroigne. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je disais l'une des porte-paroles parce qu'il faut être tout à fait clair, c'est difficile d'y voir clair justement au sein de votre parti. Au niveau des Vosges, qui fait quoi finalement? Comment vous êtes organisé à ce jour? Alors, au niveau des Vosges, nous sommes organisés en groupe d'action. La France Insoumise est un mouvement qui s'est répandu sur les territoires sous cette forme de groupe d'action et qui, depuis l'année dernière, se structure autour de boucles départementales. Ces boucles départementales nous permettent d'accéder à des moyens humains, financiers et matériels. Et notamment, nous espérons pouvoir obtenir un local qui nous permettrait de faire une permanence. Ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui, effectivement. Ce qui n'est pas le cas, et d'être un petit peu plus visible et repérable. Alors, je disais, est-ce que pour vous, c'est une erreur, il faut se poser la question en ces termes peut-être, de ne pas avoir une incarnation, c'est-à-dire une personne ressource pour les médias et pour d'autres, parce que dans les autres partis, il y a quand même toujours une personne référente. Est-ce que ça va changer ou est-ce que pour vous, finalement, c'est un épiphénomène? Alors, pour la personne ressource, on a quand même, au niveau de la représentation nationale, une référente qui est associée à la boucle départementale, qui est Martine Etienne, donc la députée de Meurthe-et-Moselle, qui est l'élue la plus proche du département des Vosges. Mais vous avez tout dit, elle est Meurthe-et-Mosellane, donc ça complique les choses. Ça complique un peu les choses. Après, à notre niveau, on n'est quand même pas très nombreux sur notre département. Avec une seule élue, c'est la personne que j'ai en face de moi d'ailleurs. Voilà, et je ne suis pas élue depuis très longtemps. Donc c'est compliqué pour nous de nous faire valoir, effectivement. Nous sommes à un mois, donc, Martine Lafroigne, des élections européennes. La liste La France Insoumise, portée comme en 2019 par Manon Aubry, est loin derrière le Rassemblement national, loin derrière la liste de Valérie Ayé qui porte les valeurs de la majorité présidentielle, loin également du PS, Place Publique, incarné par Raphaël Glucksmann. Votre analyse, et puis question accessoire et adjacente, est-ce qu'il aurait fallu partir groupé, puisqu'aujourd'hui, si on fait le tour de la gauche, le cumul des voix vous porte à 35-37%. Alors d'abord, sur Manon Aubry, est-ce que pour vous c'est décevant de l'avoir entre 6 et 8%? Alors c'est effectivement décevant parce que elle est au niveau des scores qu'elle a obtenus en 2019, alors qu'elle mérite beaucoup par rapport au travail qu'elle a pu fournir. Y compris par les alliances qu'elle a pu avoir au niveau des listes européennes pour créer l'alliance Maintenant le Peuple, qui aujourd'hui comprend 15 listes européennes. Donc c'est peut-être aussi le fait que ce travail-là n'est pas assez connu au niveau national qui peut expliquer cela, ou pour vous, il y a quand même une volonté claire des électeurs français aujourd'hui de s'écarter de la gauche ou de l'extrême gauche? Alors je pense qu'il y a une volonté quand même de s'écarter de la gauche et surtout de la gauche plus radicale, extrême, un peu plus radicale, plus populaire, on va dire, voilà. Et pourquoi alors? Pourquoi cette volonté du peuple? Et pourquoi cette tentation très forte, hein? On voit Jordan Bardella qui est très très fort dans les sondages. Il y a deux points principaux, je pense. Nous luttons contre, nous taxons les super profits, les super fortunes. Nous voulons lutter contre l'austérité qui serait imposée par l'Europe, pour pouvoir défendre nos services publics, pour pouvoir défendre notre protection sociale. Et tout cela aujourd'hui paraît dans un dispositif de casse vraiment systémique, quoi. Donc, je pense qu'on va à contre-courant. On a un programme de rupture
par rapport Et le peuple européen à n'est la pas prêt à liste, ça? C'est ça que vous voulez nous dire? je pense. Alors, est-ce que c'est le peuple européen? Euh, Probablement le peuple n'ose peut-être pas s'exprimer complètement. Par rapport à l'extrême droite, euh, c'est pas il joue sur le spectre de l'insécurité. Et c'est pas ça qui va résoudre les problèmes migratoires auxquels on est confronté. Nous, on pense que ces problèmes-là ne peuvent être résolus que par la fin de la guerre un peu partout. La lutte pour la protection de l'environnement, contre la crise climatique, le respect des populations autochtones, de leur travail, de leur culture, de leur richesse, pour éviter justement toutes les migrations auxquelles aujourd'hui on est confronté. Après, au niveau de ceux qui sont déjà sur notre territoire, nous voulons régulariser les travailleurs sans papier. Nous voulons assurer un hébergement décent à tous ceux qui sont migrants et respecter leurs droits. Alors, vous parliez à l'instant, effectivement, de la situation internationale. Ça nous mène tout naturellement vers une des préoccupations majeures du moment, ce qui se passe en Palestine, avec LFI qui s'est beaucoup investi dans la cause palestinienne. C'est forcément très clivant. Est-ce que aujourd'hui, on parle beaucoup plus, effectivement, de LFI par rapport à ça que par rapport au projet européen. Est-ce que vous êtes allé trop loin, selon vous, sur cette question-là, quitte à tourner le dos à beaucoup de gens qui pourraient être intéressés par vos idées? Alors, je ne pense pas qu'on soit allé trop loin. Le problème, c'est que le gouvernement a stigmatisé et instrumentalisé, en fait, toutes les paroles qui auraient pu être, qui ont été dites par LFI, alors que, dès le départ, on a condamné complètement les actes du 7 octobre. On a demandé un cessez-le-feu immédiat avec et un petit peu de temps pour certains, avec quand même un petit peu de temps pour certains élus de chez vous, à dire vraiment, à prononcer le mot terroriste sur le Hamas. Alors ça a été pendant des semaines un petit peu une bataille sémantique. Mais oui, mais c'est là que je dis que ça a été stigmatisé et instrumentalisé, parce que c'est effectivement une bataille sémantique. Mais sur le fond, il n'y a pas une ambiguïté sur la condamnation de l'attaque. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous, on est quand même sur le respect des résolutions de l'ONU, avec la solution à 2 États, et sur le respect du droit international. À partir du moment où le risque de génocide est reconnu, les États doivent respecter les dispositifs qui doivent être mis en place pour arrêter, pour qu'un cessez-le-feu puisse être mis en place et que ce soit un cessez-le-feu durable, quoi. Alors, on discute depuis quelques minutes déjà. Il y a encore un nom qu'on n'a pas prononcé, évidemment, quand on parle de LFI, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon, lui aussi très clivant. Il y a l'après-Mélenchon qui doit, qu'on le veuille ou non, se préparer. Qu'en est-il? Quelle est votre position? On sait que certains cadres du parti, comme François Ruffin ou d'autres, ont pris un petit peu de marge par rapport à la figure tutélaire. Comment on va faire? Est-ce qu'en 2027, on va encore avoir Jean-Luc Mélenchon candidat présidentiel? Est-ce que vous le souhaitez, par exemple? Alors, c'est très compliqué parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est une personnalité. Quand il y a un petit peu de dérive, il est là pour absorbe un peu redonner, il absorbe les coups et il est là pour redonner un peu d'élan aussi. Il est très présent au niveau de la Boétie, qui permet de
de donner de la profondeur à la pensée Alors justement, qui est est-ce qu'il ne devrait pas être dans ce rôle-là, celui d'être un peu à l'arrière-plan je pense que et être un petit peu moteur d'idées et arrêter de vouloir se rêver peut-être être... Alors pour moi, ce serait effectivement une bonne solution. Après, lui... Il n'a pas l'air de le souhaiter pour l'instant, quand même. Ça dépend des moments. Il y a des moments où il dit qu'il va se retirer, puis il y a des moments où il revient. On a du mal à suivre. C'est un peu compliqué. Personne ne veut non plus s'engager et dire ce sera moi. Donc, on voit bien que frontalement, personne n'ose y aller. Et je pense que tant qu'il n'y a pas d'élection présidentielle, on ne saura pas qui peut effectivement prendre sa place. Donc ça sera pour 2026. Allez, il nous reste juste quelques minutes. 2 députés LFI, Daniel Obono et Martine Etienne, dont vous avez parlé tout à l'heure, étaient de passage il y a quelques jours dans les Vosges. On va voir quelques images pour dénoncer d'une part les pratiques de Nestlé Waters sur les sites de Vittel et Contrexéville, et d'autre part la généralisation du SNU, le service national universel. En quelques mots rapides sur Vittel, vous y étiez chez Nestlé Waters. Oui. Quelle est votre analyse de la situation et est-ce que pour vous, il faut arrêter à court ou moyen terme l'embouteillage des eaux minérales à Vittel et Contrex, bien sûr? Alors, elles sont venues donc dans la continuité de l'intervention de Mathilde Panot avec la commission d'enquête il y a 1 an et demi parlementaire. ou 2 ans. Moi, j'ai participé aux enquêtes publiques sur le SAGE et les dispositifs... Schéma d'aménagement de la gestion de l'eau, il faut quand même préciser, sur le gré du Trias inférieur. Voilà. Donc, au niveau du Trias inférieur, il n'y a plus de possibilité au jour d'aujourd'hui d'exploitation. L'exploitation ne peut plus se faire maintenant que sur les nappes supérieures. Et le SAGE prévoit une interconnexion qui est coûteuse et qui ne garantit pas l'accès à l'eau potable à la population, ce qui est pour vous parce qu'elle définit des pourcentages. Donc si on est en période de sécheresse, les pourcentages, l'accès public en fait n'est pas garanti. En plus, au jour d'aujourd'hui, la qualité de l'eau est remise en cause. Donc pour moi, l'embouteillage est très dangereux maintenant, et je pense que l'embouteillage aurait dû déjà être en cours de transition et fermer le robinet, si vous me permettez. Fermer le robinet. Et je pense que Nestlé aurait Alors qu'il y a quand même en encore tant de que l'emploi, multinationale, parce que une multinationale comme Nestlé, elle pouvait investir dans la recherche, elle pouvait investir aussi pour la reconversion d'un site industriel et voir avec la population quelles étaient les possibilités de conserver un bassin d'emploi correct au niveau de Vittel. Voilà votre position sur Nestlé. Sur le SNU, en quelques mots rapides. Oui. Alors, le SNU, pour moi, c'est Martine Etienne qui est montée au créneau. Oui. C'est un danger pour l'éducation nationale. On n'a pas vu, depuis 1900, on n'a jamais vu l'armée s'introduire dans l'éducation nationale. Ça peut être, je dirais, des choses qui sont prévues après pour, dans un dispositif militaire, mais pas... Sûrement pas sous cette forme. Voilà, pas sous cette forme. Il nous reste 1 minute, on va parler de votre nouvelle casquette, celle de conseillère municipale d'Épinal. Vous allez faire votre entrée au conseil municipal à la fin du mois de juin. Pourquoi, comment, quelles idées vous allez amener? Allez, en quelques instants, sachant que vous étiez dans une autre structure juste auparavant. Alors j'étais au conseil de développement. J'ai beaucoup travaillé sur le plan climat, air, énergie territoriale et sur le plan mobilité. Je crois que... À Épinal, on fait les choses bien dans ce domaine ou pas? Oui, il y a déjà des choses qui sont engagées. La rénovation énergétique des bâtiments est quelque chose qui est porteur au niveau financier, puisque ça devrait provoquer des dépenses d'exploitation qui sont réduites. Du coup, un petit peu de souffle dans le budget. Sur le projet alimentaire territorial, par exemple, on voit quelques images. Et je rebondis aussi sur le projet alimentaire territorial
qui aujourd'hui auquel Épinal répond par sa régie maraîchère bio, qui fournit donc les cantines scolaires et puis les EHPAD pour l'instant, ça va se généraliser, oui. Je pense que d'autres initiatives vont venir, notamment sur les circuits courts de distribution de l'alimentation, sur la sécurité sociale alimentaire et pourquoi pas, je dirais, sur de nouvelles unités de transformation de la production agricole qui permettraient localement d'avoir une autonomie alimentaire meilleure que celle que l'on peut avoir aujourd'hui. Merci à vous Martine Lafroigne, co-porte-parole LFI, d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve pour ce qui nous concerne lundi prochain avec le sénateur Les Républicains Daniel Gremillet. Très bonne semaine à toutes et à tous. Merci à vous. Merci beaucoup.